L'Abitibi-Témiscamingue, c'est loin. Il n'y a rien à faire, il fait frette, il y a de la bébite, puis les chemins sont encore en garnotte. On a tous déjà entendu quelque chose du genre. Pourtant, dans cette vaste région sauvage, près de 150 000 humains arrivent à survivre confortablement. Ah ben oui, non, voyons donc. Comment est-ce possible? Hey, merci de prendre 30 minutes de ton précieux temps pendant que tu affiles ta hache, coule du béton pour ton abri nucléaire ou empile des cannes de Macédoine pour écouter cet épisode de Sur les Hautes. Vous savez, pour voir au loin en pleine nuit quand on est en char, on met les hautes. C'est exactement ça qu'on fait ici. Alors, dans cet épisode, on s'est posé la question, qu'est-ce que ça prend pour survivre en Abitibi-Témiscamingue? Et oui, je me parle tout seul dans le studio aujourd'hui parce que Claudine est pas là. Elle a décidé de prendre 2-3 minutes de sursis pour mettre au monde un enfant. Elle m'a, comme on dirait, laissé tomber très lâchement. Bref, ce sera moins bon, c'est sûr, mais je vais tenter de vous livrer cet épisode du mieux que je peux. On le sait, l'Abitibi-Témiscamingue, c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui aiment pas qu'on dise ça, mais c'est vrai. Si t'aimes pas la nature, les grands espaces, les festivals de malades, les gens sympathiques, la crise de paix, ça se peut que t'aimes pas ça. Mais il y en a plusieurs qui ont fait le choix d'y rester, d'y revenir, ou même il y en a qui sont partis de leur coin de pays au Québec ou ailleurs dans le monde, question de changer d'air et de tenter leur chance dans notre grande région. Cécile, la grande ville, c'est plus pour nous autres. J'arrive plus à fournir à l'usine pour payer notre demi-sous-sol. La vie urbaine, c'est pas ce que je veux pour notre famille, comprends-tu? Je rêve de grands espaces, un petit bungalow, que la fille du DEP connaisse mon nom. La route sera longue, presque aussi longue que de revenir du carrefour Laval un vendredi de jour férié. Faut aussi passer la réserve phonique La Vérandrie. Il n'y a pas beaucoup de bornes de rechange pour notre calèche électrique et les sandwichs de truck stop sont souvent sur le bord de passer date. Oh! De grands périls nous attendent, mais j'ai confiance. La récompense sera bonne. Pour nous parler du guide de survie, rien de mieux que d'en jaser avec des gens qui sont arrivés ici plus tard dans leur vie. Aujourd'hui, on a un excellent candidat pour nous résumer ce que ça prend selon lui. Alors, je vous présente notre entrevue avec Mathieu Guillemette. Là, Mathieu, on t'invite pour jaser de notre thème qui est le guide de survie en région. Mais avant tout, pour les auditeurs, il faudrait savoir qui nous parle. Qui es-tu? Qui suis-je? Écoute, moi, je suis un gars de Gatineau. En fait, je suis un gars d'Elmer. Bon. Là, ce gars-là est volubile, pas possible, puis nous autres, on aime ça aussi jaser. Fait que ça nous a pris 35 minutes avant d'arriver au sujet principal. Alors, laissez-moi vous faire un petit résumé de qui se cache derrière ce fameux Mathieu. Mathieu, c'est un entrepreneur, un sommelier, un ancien T-Bum skater. C'est un gars de l'Outaouais avec des grosses tendances d'explorateur. Il a rencontré une femme de la Sarre et par la force des choses, ou est-ce que c'était le destin, les amoureux ont atterri à Roquemaure. Mathieu et sa blonde ne se sont pas juste bâtis un petit nid pour y fonder une famille. Et que non. Le petit gars d'Elmer a aussi décidé de s'impliquer dans la vie municipale, genre big time. Il est aujourd'hui le maire de la localité. Wow! Bon, on continue. Parce que, tu sais, quand tu m'as contacté, c'était comme, on parle du guide de survie. J'étais comme, c'est quoi le guide de survie? Comment j'ai vécu ça, moi, arrivé ici? Qu'est-ce que j'avais pas, que j'aurais peut-être voulu avoir? T'sais? Parce que c'est quand même large. Le guide de survie peut être émotionnel comme il peut être un canif puis un truc pour faire du feu. Là. Fait que j'ai fait un kit, puis je l'ai décliné en 3 compartiments. J'ai le matériel, les soft skills puis les hard skills. Pourrais-tu définir soft skills puis hard skills? Je vais définir soft skills comme les compétences peut-être plus molles et interpersonnelles. On parle de genre communication, douce. Esprit d'équipe. Oh, pas douce. molle. Non, je sais, pas molle. Mais en anglais, ça se traduit vraiment. Mais tout ce qui est plus dans le savoir-être un peu et moins le savoir-faire que j'ai appelé hard skill, mais qui serait peut-être mieux sous compétences techniques, par exemple. Oui, ou savoir-faire. Ou savoir-faire, exact. Cool. Fait que je vous lis ça rapidement. Là, oui. Ce que je pense que tu as besoin dans ton kit pour survivre l'Abitibi. Témiscamingue. Niveau Témiscamingue. Matériel, évidemment, des vêtements d'hiver sérieux. Ça, moi, je l'ai... Sérieux. Ouais. Les J'ai mis sérieux, doublés. je l'ai même souligné. Il est souligné chez parce témoin. que
J'ai changé de bottes. J'avais des bugs, mais là, j'ai pris des Arctic Pro. Tu sais, il y a eu bien des petits ajustements comme ça. Mon manteau d'hiver a aussi upgradé d'un Woods à un Fjord Raven parce que janvier à moins 40 ressentis, moi, je connaissais pas ça. Tu sais. Fait que ça prend du linge d'hiver qui est de qualité. Tu connaissais pas ça, mais finalement, tu le vis comment, le moins 40? Ben, numéro 1, maintenant que je suis capable de m'habiller adéquatement pour aller jouer dehors. Comment on dit? C'est ça, il y a tout le temps... Ouais, pas de mauvaise température. Pas de mauvaise température, juste du mauvais vêtement, exact. En partant, un véhicule, c'est un must, parce que le transport en commun, c'est pas développé. Il n'en a juste pas. Pas à Roquemort, mais il y en a quand même à Rouen. Il y en a un petit peu à Rouen, OK. Il y a un peu d'intermunicipal aussi, là. Il y a un beau projet, là, on travaille sur un projet en Abitibi-Ouest, mais... C'est vrai? Ouais, j'en dis pas plus, là, mais il y a des bonnes intentions. Mais c'est ça, t'as besoin d'un char, des bons pneus d'hiver, des câbles à booster puis un kit de survie dans ton auto. Une petite pelle, entre autres. Là. Ça fait partie de mon kit matériel. C'est ça! Va me chercher Traction Aid, s'il te plaît. La carriole est dans le clos. J'ai oublié de mettre les clous sur les chevaux. Est-ce que ce listing-là vient d'expériences vécues? Tu sais, dans le sens... ben oui, des câbles à booster. Ouais, j'ai tout eu, moi, avec mon vieux pick-up en arrivant ici. Tout ça m'est arrivé. Des bons pneus d'hiver, ben là, je mets des pneus à clous, tu sais, parce que dans le fond du rang et tout, avec les enfants. Fait que... As-tu un véhicule qui est 4x4 ou... Oui, oui. Ouais. Ben, j'avais comme un F-150 en arrivant. Là, on a eu une vanne, puis là, j'ai un Ridgeline. OK. Fait que... Parce qu'il y a aussi les Traction Aid qui aident, si jamais on n'est pas 4x4. Oui, c'est un bon point, en effet. Ouais. Mais même sur la Yaris, j'ai mis des pneus à clous. Oui. Ça prend la bonne gitch, en fait. Faut que tu sois bien chaussé. Là, dans le matériel, le plus gros thermocelle que tu peux te permettre. Parce que moi, j'habite sur le bord du Marie-Antoine. Puis, tu sais, dans mon histoire d'amour avec le terrain, j'étais comme, ça va être malade. Je mange des maringouins au mois de juin. C'est comme fou. Fait que, tu sais, si Thermocell nous écoute, en fait, là, je suis preneur pour un sponsorship. Là, je pourrais être un bon cobaye de ça. Fait qu'un bon Thermocell. Tu manges des mouches matin, midi pis soir. Tes yeux ouvrent plus à cause des piqûres. T'as vidé la pharmacie du coin de tout ce qui s'appelle Benadryl et Calamine. Tu sors plus de ton sous-sol parce que dehors, y a juste des de maringouins. Thermacell est là pour toi. Oh yeah! Avec Thermacell, tu pourras recommencer à faire ton gazon en speedo ou prendre ton café tranquille sur le patio sans avaler de mouche à chaque maudite gorgée. Thermacell, ça kick des culs de bébite sous un moyen temps. Puis après ça, ben, tout ce que tu aimes faire à l'extérieur, raquettes, canot, canne à pêche, brimballe, ce genre d'affaires-là. Quelque chose pour jouer dehors, dans le fond. Ouais, du stock pour jouer dehors, puis pour engager avec la nature. Et t'es comme hiver. Puis des 25 cents. OK? Parce que bon. ça, là, ça, c'est quelque chose qu'on m'a pas dit, là, mais les parcomètres ici, là, ils marchent aux 25 cents. Puis moi, j'ai jamais l'argent comptant. Fait que, tu sais, si tu pars de la ville... Assure-toi d'avoir bien des rouleaux de 25 cents dans ton auto. Tu as besoin de ça. Tu passes à la caisse pop, puis tu te fais faire des rouleaux. Tu as besoin des 25 cents. OK, tu arrives en Abitibi, faut que tu sois ouvert à l'esprit communautaire. OK. Faut que tu t'adaptes, faut que tu aies beaucoup d'ouverture d'esprit. Puis je le dis parce que, dans ce sens-là, quand je suis arrivé, moi, à Roquemort, je connaissais pas personne, mais tout le monde savait j'étais qui. Ah, c'est sûr. Ah ben, regardons ça. Cécile, il y a un étrange qui vient d'arriver. Et lui, on va le watcher. Avec ses dents blanches puis son accent de Gatineau, il a pas l'air drette. Puis quand je suis arrivé à Coop, là, le dépanneur la première fois, ou dans les premières fois, puis qu'on me dit « Hey, t'as reçu un colis? » Puis j'étais comme « T'es qui, toi? Pourquoi tu sais je suis qui? Puis que j'ai un colis. » J'ai vraiment compris que j'allais jamais disparaître comme fondre dans le décor. Fait que tu sais, il faut vraiment que tu sois ouvert à cette proximité-là qui s'installe très rapidement. Fait que si t'es genre, je veux vivre tout seul, tu vas peut-être avoir de la misère dans des petites collectivités comme ça. La patience, parce qu'il n'y a pas de réseau cellulaire presque partout où je me promène. Fait que être patient au niveau de, tu vois, je vais arriver à destination, puis là, je vais pouvoir appeler quelqu'un. Ça a comme aiguisé un peu ma patience. Mais peut-être qu'on apprécie aussi d'une certaine façon. Oui, tout à fait. C'est une adaptation. C'est pas négatif, là, ce que je dis. Puis la longue route pour les services, ça aussi, ça vient un petit peu dans l'ordre de la... T'sais. Quand on parle de longue route, on parle de combien de temps? Ben, n'importe quoi, au-dessus de 20 minutes, là, pour tu sais, l'épicerie chez nous, c'est 31 minutes pour un grand centre. Okay. J'habitais Saint-Denis-Rachel, fait que on s'entend qu'il y a un écart pour un gars comme moi qui
qui traversait la rue, qui allait au taux, puis qui pouvait faire son épicerie. Cécile, je dois partir faire les commissions. Avec les pièces au garage, le lait pour la petite, un petit stop poutine à cantine, la mise à jour de mon livret à caisse pop, puis mon nettoyage chez le dentiste. Je devrais revenir quelque part au début du printemps. Quand tu verras les premiers bourgeons, regarde au bout du rang. Tu pourras m'y voir sur le chemin du retour, manoir. S'il m'arrive malheur, une diligence viendra te porter un télégramme. Courage, ma femme. Courage. Après ça, dans les compétences plus techniques, je pense que faut que tu sois ouvert aussi à l'idée que tu vas apprendre des choses manuelles, comme de la mécanique de base. J'ai jamais changé un starter, mais je n'ai changé 2 finalement depuis que je suis ici, tu sais, parce que tu es dans le fond du rang. Fait que j'ai appris de la mécanique, j'ai appris de la plomberie, j'ai manqué d'eau souvent pour me rendre compte que j'étais plugué sur le mauvais puits de surface. Fait que tu apprends bien des choses de même. Et encore là, tu sais, si tu me dis j'ai besoin de monter un kit, genre toi tu pars de Montréal, tu me dis qu'est-ce que j'ai. Je te dirais, pointe-toi un petit guide, là, puis apprends comment faire des choses de ton petit changement d'huile. Tu sais, il faut que tu sois ouvert prêt à ça, mais pour moi, ça fait partie du kit. Tu veux avoir ça un peu. Il y a quand même une fierté qui vient aussi avec le fait de réparer ton tuyau qui fuit ou changer ton starter. Là, c'est énorme. Non, je suis fier de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai fait. C'est ça, c'est pas négatif ce que je dis. Là. Je fais juste m'imaginer, moi qui pars de la ville, qui arrive ici, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir dans mon baluchon. Ça fait partie de mon kit. Puis préparer du bois de poêle si jamais tu as un poêle à bois. Fait que repérer une scie à chaîne. Ouais, ça aussi fait partie du genre de kit de survie. Tu veux quand même être capable de débrouiller. Fait que finalement, ton kit, c'est beaucoup de système D puis de communauté. T'sais. Là, j'ai l'impression que je suis en train... C'est pas pour trasher. Hein, Hey, ça, 0. Ben non. Je suis vraiment content d'avoir appris tout ça, en fait. Puis ça m'aide à connecter avec la réalité, les vraies choses. C'est juste, tu pars de la ville, tu viens... moi, je voudrais avoir ça dans mon baluchon. Mais les bénéfices sont énormes, là, comme on a dit. Le sentiment de fierté, d'accomplissement, de dire je suis capable de faire ça, ça donne plein de courage aussi. Il y a une bravoure derrière ça de dire ben, je suis comme à l'aise, moi, de vivre dans le fond d'un rang. Maintenant, je peux me débrouiller peu importe ce que la vie va me lancer. J'ai traversé la réserve faunique La Vérandrie. Vaincu les routes de garnottes d'Abitibi-Ouest. J'ai boosté mon char l'hiver à -40 sans broncher. Bisouné ma pompe de fosse septique. Gossé mes galloper truck. Fendu mon bois de poêle. Pelleté mon entrée avec une petite maudite pelle de marde. Oh oui, j'ai tout fait ça moi-même. Presque sans chialer. Ben, en tout cas, presque. Mais ça peut faire peur, tu sais. Si j'habite coin, je sais pas, Mont-Royal, Saint-Denis, puis que là, j'ai une opportunité d'aller vivre à Roquemort ou dans un autre village, puis que j'entends ton entrevue, je me dis, hey, moins 40, moins changer de starter, ça me tente pas tant. Fait que tu dirais quoi à ces gens-là qui auraient une opportunité, la peur, mais pas nécessairement complètement décidé de pas y aller? Ouais. moi, je dirais que dans la vie, quand tu sors de ta zone de confort, c'est là que tu grandis le plus, en fait. Puis c'est là que tu développes le plus de connaissances, puis que tu apprends à te connaître le plus. Fait que, tu sais, si quelqu'un de la ville m'écoute en ce moment, je dis, si tu y as pensé, puis si tu as moindrement traversé l'esprit, puis tu as une curiosité, ben fais-le. C'est comme les bénéfices vont largement dépasser n'importe quelle petite peur ou crainte que tu peux t'imaginer. Puis quand tu te retrouves devant des situations comme ça, tu te rends compte que finalement, comme ton intuition, puis même si tu connais pas grand-chose, puis avec YouTube, là, entre ça, puis ton intuition, puis YouTube, t'es vraiment capable de faire plein de choses. Alors coucou les amis, du coup aujourd'hui, au tuto de Ludo, on apprend à construire sa cabane au Canada, fumer notre viande de caribou et installer des pneus à clous sur notre scooter. Tout ça en moins de 5 minutes. Allez Momo, top chrono! Est-ce que tu dirais que l'Abitibi-Témiscamingue, c'est pour tout le monde? Non. Je pense que c'est correct aussi que ça ne le soit pas, tu sais. Je dirais que c'est pas pour tout le monde. Je pense que c'est pour... Bon, les gens qui sont naturellement inclinés à être dans ce genre d'environnement-là, plus manuel, comme 100%. Si tu as déjà ça d'un trip,
Puis les personnes qui veulent le développer ou qui cherchent un autre mode de vie qui est un petit peu plus lent, un petit peu plus in tune avec les saisons et la nature, c'est une des meilleures places. Puis au niveau accès économique, c'est vraiment difficile à battre. Là, on parle de maison, par exemple. Je parle d'achat de maison, là, surtout achat de maison, qui est comme un gros morceau dans notre budget familial. Et en ce moment, avec la crise du logement. C'est ça, c'est le gros piece que tout le monde veut. Puis, oui, c'est ça. Puis, je regarde des maisons à Gatineau ou à Montréal, puis je me dis, je peux même plus retourner chez nous. Là, même si je voulais, ça se ferait juste pas, ou difficilement, en fait. Fait que tu as une qualité de vie qui vient avec ça, énormément, en fait. Puis, moi, mettons que je suis un touriste français là, qui arrive puis je m'en vais à Roquemort. C'est quoi la chose à ne pas manquer? Ou les choses, là, s'il y en a, c'est de la misère à choisir. Ben non, j'hésite juste en deux. Le Marais Antoine, pour moi, c'est magnifique. On dirait que c'est Serengeti là, à l'été, là, les sons. Je vois des hurons, je vois plein. Puis j'ai vu plein de petits oiseaux comme ça que je peux pas nommer. Tu sais, c'est un sanctuaire d'oiseaux migrateurs. Je pense qu'il y en a comme 150 variétés ou espèces plutôt qui s'arrêtent là pour un moment, soit pour continuer vers le nord ou pour la nidification. Fait que c'est magnifique. Un des plus beaux spectacles, c'est quand tu vas à l'observatoire puis qu'il y a du vent qui commence à balayer le long foin autour du marais. Moi, là, honnêtement, ça me rappelle des peintures de Vincent Van Gogh, en fait. C'est magnifique. Le jeu de couleurs, le jaune, le vert, tout ça. Fait que tu vas là pour un moment de solitude, de calme, de contemplatif. Fait que moi, je pense que tu es à Roquemort, va au marais. Après ça, va à la plage du camping. Puis on peut camper là. Puis il y a de l'argile, en fait, dans le fond du lac, quand tu creuses un peu. C'est pour ça que l'eau est brune. C'est pour ça que l'eau est brune, mais c'est une belle texture, tu sais, c'est cool, c'est fun. C'est doux sous l'orteil. C'est doux sous l'orteil, puis tu peux faire des masses, faire des boules. Les enfants, ils trippent à jouer avec ça. Là, ouais. Est-ce que tu te vois vieillir à Roquemort? C'est une bonne question. J'ai l'impression que je peux pas me projeter aussi loin, malgré que je suis relativement quelqu'un de vision à long terme. Mais c'est sûr que... tu sais, je vendrai jamais ce que j'ai. Fait que si jamais j'avais à pivoter ailleurs pour X raisons, je garderais la maison là. Je me verrais passer mes vieux jours là-bas. Okay. Mais est-ce que le corps de ma vie encore va être là? Je sais même pas encore. Okay. Je suis trop dans les projets, en fait. Là. Ben, Mathieu... Oui. Mathieu Guillemette, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Ben, merci à vous pour l'invitation, sincèrement. Ça m'a fait du bien de m'exprimer, en fait, dans même les petits détails genre, que je partage pas souvent sur mon expérience abitibienne. Tout à fait. Alors, pour ceux qui sont intéressés en la personne de Mathieu Pochard Guillemette, il est présent dans le guide 2025 à la page 132. 132. C'est un beau chiffre. Alors, n'hésitez pas à aller vous procurer le guide pour voir la photo de Mathieu qui boit une raquette. Parce qu'il boit plus de vin. Hey, merci. La région change de visage avec les années. Des gens de partout sur la planète arrivent ici pour s'installer. C'est le cas de plusieurs Africains de l'Ouest arrivés du Burkina Faso, Sénégal, Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, qui viennent tenter leur chance. Une communauté de plus en plus grande plante leurs racines dans notre région. On est donc allé rencontrer Narcisse, originaire du Cameroun. Après avoir complété ses études à l'École polytechnique de Montréal comme ingénieur, il a tergiversé un peu pour finalement poser son sac à Val-d'Or. Il y semble très heureux et très impliqué dans sa communauté. Il est d'ailleurs membre fondateur et président de l'organisme de la famille africaine de l'Abitibi-Témiscamingue, qui aide les nouveaux arrivants à bien intégrer leur milieu d'accueil. Voici son entrevue en mode guide de survie. Je m'appelle Narcisse Nana Ganke. J'ai 40 ans. Je suis de retour en Abitibi depuis octobre 2023. J'adore l'Abitibi. J'ai vécu à Val-d'Or en 2011. Donc je suis de retour à Val-d'Or parce que j'ai des amis ici depuis 2011. Et je m'en allais à Calgary. Parce que j'ai décidé en 2023 d'arrêter d'exercer en tant qu'ingénieur dans le Québec et dans le Canada, dans ma vie tout court. J'ai décidé de poursuivre mon rôle d'artiste. Et pour pouvoir vivre, je vais faire des jobs. Donc, en passant Salé, Dany et José, je leur ai dit que je voulais manger une poutine. Je suis arrivé à Val-d'Or, il était comme 17h, 18h.
T'arrivais d'où? J'arrivais de Montréal. J'ai chargé mon auto comme un fou. Mais en même temps aussi, je me suis grillé les freins arrière. Heureusement que je me suis arrêté à Val-d'Or. Donc, Danny m'a amené prendre une poutine. Ensuite, on est retourné la manger à la maison avec José. Et je pense que tout ce qui nous arrive pour notre propre bien. Et ils m'ont fait comprendre que tout ce que j'allais faire à Calgary, je peux le faire à Val-d'Or. Que Val-d'Or a beaucoup, beaucoup changé. En 2011, on était maxi 50 Noirs à Val-d'Or. Aujourd'hui, il y a presque 400 Camerounais à Val-d'Or. Je parle juste de Camerounais. Donc, on est déjà à plus de 1000 Africains à Val-d'Or. Juste à Val-d'Or. Juste à Val-d'Or. Donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, si moi, j'avais aucun ami ici, comment est-ce que j'aurais fait pour rester à Val-d'Or? Je serais passé à côté de toutes ces belles choses. Ouais. Donc, comment est-ce que je peux faire pour que ces personnes qui n'ont aucun Dany ni aucune José pourraient faire pour rester? Je me suis dit, peut-être il faudra avoir un organisme qui peut aider dans l'hébergement. Parce que c'est le problème numéro 1 quand on arrive ici. Parce que même s'il fallait que je reste chercher un emploi, il fallait bien que je vive quelque part. Ce serait quoi les endroits à connaître, à savoir en arrivant pour les convaincre, justement? Premièrement, il faut connaître le grand centre d'achat. Très, très important. Tu as un véhicule, tu as Canadian Tire pour les pneus d'hiver. Oui. Tu as besoin de manteau, tu as le Walmart qui est cheap, tu as le Winners à côté, tu as Aubainerie, c'est le bon endroit. Maintenant, tu veux bouffer. Tu as Super C, tu as Maxi, tu as IGA si tu veux des trucs un peu plus IGA. Tu es au bon endroit. Ouais. Il nous manquerait juste un métro, on aurait tout à Val-d'Or. C'est comme, c'est la base. Là, et si tu veux boire une bouteille de vin, t'es encore au bon endroit. Donc, je t'emmènerai d'abord là-bas. OK. Ensuite, je t'emmènerai d'abord au Belvédère pour que tu vois un peu Val-d'Or. En été plus qu'en hiver. En hiver, c'est plus l'enfer blanc. En été, on voit plus de lumière. C'est plus agréable aussi. Je t'emmènerai. Il y a un parc en bas avec un cours d'eau. La source Gabriel? La source Gabriel, ouais. Puis selon toi, qu'est-ce qu'il faut avoir dans sa valise, métaphorique ou pas, pour survivre à l'Abitibi-Témiscamingue? Un bon manteau d'hiver, de bonnes bottes et un bon savoir-vivre. Une belle ouverture d'esprit. Parce que c'est, pour nous, Africains qui arrivons, le premier choc sera au niveau de la communication. C'est plus quand on va vouloir communiquer, plusieurs n'entendent rien, ils comprennent rien. Donc, l'accent québécois de Val-d'Or, l'accent abitibien, ils comprennent rien. Donc les Africains ne comprennent pas les Québécois? Oui. Et vice-versa? Ou et c'est pratiquement vice-versa. Mais j'ai l'impression que nous, on est plus facile à certains. Parce que nous aussi, on a des accents. On a des accents forts qui peuvent aussi faire un blocage au niveau de la communication. C'est dans les deux sens qu'il y a un blocage. J'ai remarqué qu'on court trop. Beaucoup de gens parlent trop vite. Je me demande, là, ta conjointe est là, vous êtes allé chercher votre fille. Est-ce que le fait de se bâtir un nid familial, est-ce que ça l'aide justement aussi à apprécier peut-être plus la vie en général, être plus heureux, être plus... Si on regarde le contexte de guide de survie. Oh que oui, oh que oui. Vous savez, chez nous, là, on dit que la dépression, c'est pour les Blancs. On adorait moi, je l'ai dit peut-être une centaine de fois. Allez, sans gifle. Mais ça, tu l'as dit quand tu vivais au Cameroun. Même ici, je l'ai dit. Même ici, oh, oui, jusqu'à ce qu'elle me frappe. Pourquoi on dit que c'est pour les Blancs et pourquoi ça t'a touché finalement? C'est parce que chez nous, c'est très rare d'être seul. Ah, OK. Je pense que c'est ça qui nous trompe. C'est mon opinion. Le gros, Nino, juste moi là. Ouais. Je pense que c'est ça qui nous trompe. On est trop familial.
Même si tu es seul dans ton coin, dans la maison est full. Ouais. Donc imagine, tu quittes le Cameroun, tu viens à Val-d'Or, où tu as 6 mois d'hiver, pas 4. C'est pas Montréal, c'est pas Toronto avec ses 3 mois et 1 semaine. Tu quittes 40 degrés à l'ombre. Mais c'est un contraste malade. Donc imagine, t'es piéton, donc un véhicule. Quand il y a une tempête de neige, tu vas faire quoi? Tu ouvres tes fenêtres, c'est blanc. Tu es dans la maison, c'est blanc. Tout est blanc. Il n'y a aucun bruit à part tes bruits. Une journée, c'est correct. Mais fais ça pendant 6 mois. Ouais. T'as le temps de comprendre. Partir des mauvaises histoires puis des mauvaises pensées. T'as le temps de comprendre beaucoup de choses. Ce qu'on oublie, c'est que pour la briser, il faut se mélanger. Il faut aller au milieu des gens. Et parfois, ils arrivent ici en famille même. Oui, c'est correct. Tu as ta famille, mais imagine, t'es des petits bébés, juste des petits bébés. Il n'y a pas grand-mère qui va venir t'aider. Il n'y a pas tata, Philomène qui va venir te donner un coup de main. Tu es seul avec ton mari et les enfants. Ouais. Maintenant, il y a le choc culturel. Chez nous, l'homme est assis à la maison. La femme fait tout. Donc, vous pouvez imaginer toutes les charges qui peuvent retomber sur une femme quand elle émigre au Québec. Ouais. C'est difficile. Mais c'est aussi que le mode de vie Québec-Cameroun est différent. Il y a un filet social pour aider la femme. Certains sont chez eux. Ils payent aucun loyer. Ils payent juste des factures. Okay. On est au Cameroun, on est chez nous. Ouais. Maintenant, on a voyagé. Ouais. Ici, pour avoir un loyer comme celui-ci avec nos revenus... On doit être 2 à travailler. On doit être 2 à travailler. C'est ça. Mais lui, il pense qu'il peut le faire toujours. Ouais, parce que c'est notre culture. Il faut du temps pour qu'il comprenne. Ouais. Il faut qu'on vous amène dans le contexte dans lequel vous êtes. Ouais. Laissez vos femmes aller chercher des emplois, trouvez des garderies, ou bien entendez-vous entre vous pour garder vos enfants, et faites venir vos mamans. Maintenant, c'est même plus possible. Donc, c'est un peu ça. Il y a ce côté-là, qui est l'intégration, c'est très important. C'est très important qu'on puisse avoir quelqu'un qui dise à tout le monde qui arrive comment ça se passe. Comme la conduite. Moi, je passe mon temps à poster dessus. Faites attention, il y a trop d'accidents avec les immigrants. Un Camerounais qui arrive dans sa première tempête de neige en arrière d'un volant d'une voiture, ça fait quoi? C'est dangereux. Ouais. C'est dangereux pour lui, pour tout le monde? Pour tout le monde. Ouais. Pour lui en premier, pour tout le monde qui croit sur son chemin, c'est dangereux. Est-ce qu'il a les bons pneus? Est-ce qu'il est au courant qu'il y a 2 sets de pneus au Québec? Puis si on en revient au kit de survie, tu nous as dit que ça prenait un bon manteau, des bonnes bottes. Ouais. Et une bonne ouverture d'esprit. Une bonne ouverture d'esprit. Est-ce que ça prend d'autres choses? Tout le reste va venir dans l'ouverture d'esprit. Parce que l'ouverture d'esprit veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire apprends où tu es et cherche ce dont tu as besoin pour y vivre. Fait que dans le fond, si on récapitule toute la conversation qu'on vient d'avoir, c'est que pour une personne qui est nouvellement arrivée à Val-d'Or ou en Abitibi-Témiscamingue, qui arrive, on va dire, du Cameroun, parce que c'est ton exemple, ce que ça prend, c'est vraiment de l'observation, de l'écoute. Il faut être curieux pour savoir comment ça fonctionne ici. Il faut aller chercher les ressources quand on en a besoin. Tout à fait. Puis évidemment, bien s'habiller. Mais essentiellement, ça se passe entre les 2 oreilles. L'intégration puis le fait de finalement être bien ici. Ouais. Parce que les Abitibiens sont ouverts. Ils sont ouverts d'esprit, ils sont chaleureux. Il y en a de tout. Il y en a qui sont moins chaleureux que d'autres. Il y a des voisins que tu as déjà salués 50 fois, ils ont la misère à répondre, mais tu salues encore 50 fois. C'est correct. Mais il y en a qui te saluent avant que tu aies dit bonjour. Ouais. On prend les positifs, les négatifs, on les travaille pour les rendre positifs. Ben, Narcisse, merci de nous avoir reçus chez toi pour nous parler de ton expérience puis ta vision de comment on fait pour survivre à l'Abitibi-Témiscamingue. Narcisse, merci beaucoup. Merci à vous. On parle de survie de façon métaphorique en ce moment. Mais on a rencontré un gars, Marc,
qui fait de la vraie survie dans le bois. Bon, lui, il dit que c'est pas de la survie, mais un mélange entre le bushcraft puis la survie en forêt. Mais disons que quand tu pars dans le bois avec un canif, une bâtante, puis let's go, pas de problème, moi, j'appelle pas ça une journée au spa. Alors, je vous présente l'entrevue avec Marc. Marc Prince, 62 ans bientôt. Occupation, je travaille pour ProNature. Je suis surtout le technicien dans les armes à feu, arcs et arbalètes. Puis on te rencontre aujourd'hui parce que tu as un passe-temps particulier. Toi, tu aimes faire la survie en forêt. Ou en tout cas, explique-nous c'est quoi ton passe-temps dans le fond, comment tu occupes tes fins de semaine? Ouais, dans le fond, là, c'est pas vraiment de la survie, puis c'est pas du bushcraft. Je reste un petit peu entre les deux. On fait vraiment des sorties en forêt. C'est de rendre l'utile à l'agréable, d'apprendre à vivre avec la nature, avec le moins de stock possible, si on peut dire. C'est ça. Les outils, on va y aller vraiment avec des outils standards. Puis c'est d'y aller, mettons, on n'a pas de camp fermé, rien, c'est juste un abri. Puis c'est ça, mettons, on s'en va là, puis on est tout le temps occupé. Il faut faire du bois pour chauffer le feu. Il y a tout le temps des améliorations à faire, mettons, pour l'abri. On va faire des outils aussi, on va se sculpter soit des tasses ou des cuillères. Ou Est-ce que vous dormez là, des fois? Parce que vous y allez toutes les saisons, là. L'été, on y va moins, parce que ma bébête noire, c'est les insectes. Mais aussitôt que le temps va se refroidir, à partir de l'automne, après la chasse à l'orignal, on va se mettre à y aller là, jusqu'au printemps, là, je te dirais, là, au début de la chasse à l'ours. Mais comment c'est venu, ça, dans votre famille? Parce que vous faites ça avec votre fille. C'est vraiment drôle parce que je suis issu d'une famille là, très, très modeste. Puis mon père et ma mère, c'était vraiment pas des gens qui allaient en forêt. Fait que ce qui m'a donné le goût de la nature, je pense, c'est le père, un de mes amis, qui nous a amenés, à un moment donné, à la chasse. Fait que je me suis mis à aller un petit peu plus en forêt. Puis je pense, comme toute jeune, à l'époque, on aimait ça aller dans le bois, pas loin de la maison. On allait là faire des camps, s'amuser, faire des petits feux. Fait que je pense à partir de là. Puis en vieillissant, mais j'ai tout le temps été un gars qui appréciait la chasse. J'ai fait de la trappe. Puis ensuite, la famille est arrivée. J'ai 2 enfants, j'ai 2 filles. Puis il y en a une qui tripe vraiment comme le père. Elle aime ça venir dans le bois. Puis tandis que l'autre, là, c'est vraiment une citadine, comme on peut dire. Elle aime la ville. Okay. Puis j'ai la méthode D, fait que j'aime bien ça, bricoler des affaires. Fait que j'ai appris à fabriquer ce que j'avais besoin. Puis dans le bois, tout ce qu'on fait dans le bois, on l'apprend aussi sur le tas. Ouais. On y va parce qu'on aime vraiment ça, puis ce qu'on va avoir besoin, mais on va le faire. Hein, comme le dernier shelter qu'on a fait, on a vu une grosse roche, on dit « ça pourrait faire un mur, ça, du shelter ». Fait qu'on a commencé avec cette grosse roche-là, on a récolté des plus petites roches autour, on s'est monté un foyer, puis on a bâti l'abri autour de ça. Puis vous apportez quoi? Vous dites que vous avez le moins de stock possible quand vous allez faire un séjour en forêt. Vous apportez quoi à peu près? C'est quoi votre kit de survie? N'importe quelle journée que tu vas me rencontrer, je vais tout le temps avoir un minimum sur moi. C'est soit du feu, je vais avoir tout le temps un couteau, puis j'ai un petit kit de survie là, qui consiste, souvent c'est une corde là, autour du cou qui a été tressée, mettons, avec j'ai un petit contenant qui va avoir des affaires pour faire de la pêche à l'intérieur. Okay. Il y a une pierre après ça qui va faire des flémèches. Okay. J'ai un petit couteau. Fait que ça, j'ai tout le temps ça. C'est mes bijoux. Fait que, tu sais, en partant, c'est d'essayer de prévoir l'imprévisible. Fait que notre trip, c'est pas de s'en aller en forêt avec absolument rien sur nous autres, puis essayer de survivre. C'est pas ça qu'on veut faire, c'est vraiment d'aller en forêt puis de profiter pour avoir du fun d'aller là. Hein. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment du bushcraft puis c'est pas carrément de la survie. C'est sûr que s'il arriverait demain matin un bris de normalité ou peu importe, on serait probablement capable de survivre en forêt, mais je peux vous le dire, c'est vraiment difficile. Le bushcraft, c'est plus d'aller en forêt avec un minimum d'équipement, mais quand même un certain confort pareil, puis de fabriquer ce qu'on a besoin, que ce soit une chaise, que ce soit des ustensiles, des bols pour manger. L'idée aussi, c'est de prendre ce que la nature nous offre autour pour profiter du séjour qu'on va être là. Quand on va partir, il va y avoir à peu près juste le rond de feu qui va paraître. Mais vous ne faites pas du bushcraft? C'est poche. C'est un petit peu un mélange des deux, je dirais. On va là pour faire accord avec la nature. On a un petit abri pour s'abriter s'il mouille ou peu importe s'il vente. On a quelque chose pour se chauffer. Puis on va tout le temps prévoir l'imprévisible. Fait que la différence entre le bushcraft, la survie en forêt, puis ce que vous faites, ce que je dirais, c'est que vous avez un peu plus de stock que la survie, mais un peu moins que le bushcraft. C'est à peu près ça, ouais, en gros. Tu les entreprends tout le temps de la même façon, tes séjours, puis c'est combien long, finalement? Bien, les week-ends, c'est souvent, on y va pour la journée. Quand il commence à faire beau, mais on aime ça passer des nuits, mettons, au shelter.
Mais les premières fois qu'on l'a fait, on a trouvé ça vraiment, vraiment dur parce qu'on a simulé une sortie à la chasse à perdrix, puis qu'on était prêt de ressortir le soir. Fait que là, la première chose qu'il fallait faire, c'était un feu. On s'est mis à faire du bois. On a fait pendant 4h30 de temps au petit yacht à faire du bois. On n'avait pas d'abri. Tout ce qu'on avait, c'est un feu qu'on avait fait sur le bas d'une roche en se disant que la roche allait refléter la chaleur. Ça fonctionnait, mais on avait chaud là, seulement, mettons, sur le côté exposé au feu. Là. On s'est dit, même si on est des personnes qui vont dans le bois souvent, c'est pas facile quand tu es obligé de passer une nuit là, c'est vraiment autre chose. C'est pas ce que les gens pensent. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, c'est de paniquer. Quand il arrive quelque chose de même, là, c'est vraiment de pas paniquer. Ça m'est arrivé quelquefois de m'écarter dans la forêt, là. Puis je vais te dire que ça, c'est assez rochant. Je suis arrivé à la chasse avec des copains. Ça faisait la première fois que j'allais là. Mais quand j'ai décidé de partir, parce que j'avais froid, j'étais pas où ce que je pensais. Fait que je suis parti. Puis à un moment donné, là, j'ai été vraiment, là, j'ai dit, où c'est que je suis rendu? Ouais. Là, j'essayais de revenir sur mes pas, puis ça marchait pas. Parce que j'ai commencé à paniquer. Parce que quand la panique t'envahit, là, la boussole intérieure ne marche plus, puis t'as beau te virer, il n'y a aucun repère là, qui dit « Ah, je l'ai vu ça » ou « Je l'ai pas vu ». C'est une des fois que j'ai vraiment pas aimé, mettons. Là. Si tu es sûr de ce que tu peux entreprendre pour te sortir de là, tu peux le faire. Sinon, tu restes carrément là. C'est sûr qu'en fin de journée, les gens avec qui t'es, ils ne te trouvent pas, ils vont faire des recherches. Ouais. Tu sais, pour certaines personnes, partir dans le bois avec le moins d'outils possible, puis se faire un abri puis un feu, ça peut sembler un peu une drôle d'idée. Mais si vous aimez ça à ce point-là puis que vous y retournez à tous les week-ends ou presque, c'est parce qu'il y a quelque chose de le fun là-dedans. Ouais. C'est quoi? Ben, moi je pourrais dire, c'est dur à décrire. Premièrement, c'est d'être en forêt. Je pense que tout le monde devrait aimer être en forêt parce qu'anciennement, tout le monde restait en forêt. Là. Les défricheurs et ces affaires-là, là. Ces gens-là, ils me font rêver. Ils ont vraiment travaillé fort, puis ils sont en forêt. Ils prenaient ce qu'il y avait autour d'eux autres. Là. Aujourd'hui, là, tu te lèves le matin, la première chose que tu fais en te levant le matin, là, c'est de ramasser ton cellulaire. Avant, il n'y avait pas ces choses-là. Toi, il faut aller faire du bois. Toi, il faut aller à la chasse. Il faut qu'on mange. Le jardin à entretenir. Toi, soigne ton scorbut. S'il le faisait pas, là, il allait mourir. Là. Ouais. Moi, j'ai appris là, que moins tu as de choses dans la vie, là, souvent, plus que tu apprécies ce que tu as. Puis ça, là, j'ai pas appris ça là, 20 ans passés. Là. C'est quand que la COVID a pogné. Nous, le magasin est carrément fermé. Tout ce que j'avais, que je pouvais faire, c'est d'aller en forêt. Fait que là, je me suis rendu compte qu'aller en forêt avec ma hache, mon couteau, mon feu, ma petite sandwich, là, que j'étais le gars le plus heureux du monde. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait essayer ça, qui voudrait commencer à faire des expéditions comme toi, tu le fais? Bien, premièrement, là, c'est d'aller prendre des marches en forêt, mais allez-y d'un endroit que vous connaissez. On va en forêt, là, comme là, on a parlé du shelter, les abris, tout ça, là, mais quand on construit ces abris-là, là, on fait ce qu'on appelle, je me plais à dire, c'est du jardinage un peu. Là. Souvent, les arbres qu'on va prendre, ça va être un arbre soit qui est malade, ou des arbres qu'on sait que le plus petit, il va pas survivre parce que l'autre les colle dessus, ou qu'il a une tête cassée, on ne prend pas n'importe quel arbre. Mais juste aller marcher en forêt, puis vous n'avez pas besoin d'aller loin. Là. L'idée, c'est d'y aller, sortir, puis vous allez voir, là, vos premières sorties, vous allez le voir tout de suite si vous aimez ça ou pas. Là. Fait que c'est dosé. Ouais. Merci. Merci, Marc. Ça fait plaisir. Là, on est rendu au bout où ce qu'on prend notre thème puis qu'on demande à un auteur ou une autrice de l'Abitibi-Témiscamingue de nous préparer un texte de leur cru. Gabrielle Izaguirre-Falardeau, une autrice de la région, nous livre son propre guide de survie. Je pars la cassette. Je sais que ma job aujourd'hui, c'est de partager un guide de survie en Abitibi-Témiscamingue. Mais on va commencer par se calmer les ardeurs. Malgré le mythe d'hostilité et d'ensauvagement qu'on lui confère, pas besoin d'apprendre à chasser le gros gibier et à construire des abris à même les arbres bûchés la veille pour t'épanouir sur le territoire régional. Je veux dire, si t'as envie de t'initier au plaisir de la chasse, c'est clairement une destination de choix, mais c'est pas essentiel. Il y a un peu de tout pour tout le monde, puis en fait, comme avec tout ce qui relève de l'inconnu, s'informer, c'est la véritable clé de la survie.
Fait qu'on va faire ça ensemble. Premièrement, il faut te rendre. Puis là, je t'avertis, traverser le parc de la Vérandrie, c'est certes gage d'engagement, mais ça fait pas de toi un grand explorateur. De toute façon, aspirer à être Christophe Colomb en 2025, c'est douteux pour plein de raisons. C'est surtout l'occasion de suspendre le passage du temps pour s'émerveiller de la majesté des forêts et des lacs. D'ailleurs, le spectacle dans sa version hivernale vaut particulièrement la peine. Je pense qu'il faut en fait voir la route comme une partie intégrante du voyage, puis juste s'arranger pour la rendre la plus divertissante possible. Venez en gang de gens qui s'aiment, préparez la playlist de votre vie, pariez sur le nombre de pick-up croisés en chemin, faites des quiz de personnalité, chialez sur les travaux, composez une chanson à répondre, apprenez à vous connaître, trouvez le sens de la vie, rendez ça le fun, vous êtes capable. Tu peux aussi passer par l'Ontario puis arriver direct au Témis. Puis là, quand je te dis qu'il faut s'informer, ben c'est entre autres là-dessus, sur le Témis. Pour survivre en Abitibi-Témiscamingue, commets pas l'erreur de penser que tout est pareil partout. L'Abitibi puis le Témis, c'est 2 territoires liés, mais distincts, avec chacun leur charme puis leur particularité. Je te les expliquerai bien, mais j'ai juste 5 minutes, fait que je te tends la perche. À toi d'en faire bon usage. Retiens simplement que dans chacune des 5 MRC de la région, il y a de quoi combler différents besoins. De la sainte paix à l'effervescence d'une nuit festive. Bon, une fois que t'es rendu, pour survivre, faut que t'aimes l'hiver puis que t'en profites. Moi, j'haïs l'hiver, puis je vais vous le dire, je traverse la saison froide sur l'Effexor puis à coût de 120$ chez la psy. Mais quand t'aimes ça, t'es servi en étonne. Ski doux, ski de fond, ski alpin, pêche sur la glace, glissade, patin, raquette, chocolat chaud, miam. Tout ça à portée de la main, tout proche de la ville, puis parfois même en ville. Cela dit, autant l'hiver abitibien me rend folle, autant l'été dans la région est la plus belle chose que j'ai connue. Tous les possibles s'ouvrent alors, puis il s'agit plus seulement de survivre, mais de vivre pleinement. J'irais jusqu'à dire que pour survivre en Abitibi-Témiscamingue l'été, faut apprivoiser son faux mot puis apprendre à dire non, sans quoi on finit en épuisement professionnel. La profession ici étant profiteuse des joies de la nature et d'une vie culturelle foisonnante. Cheesy indeed, mais si vrai par ailleurs. Fais du vélo, du canot, de la rando, du pédalo, du camping, joue dans terre, organise un concours de qui s'est baigné dans le plus de lacs, pointe-toi aux shows gratuits de tous les festivals, veille sur les terrasses en profitant du soleil qui se couche plus tard que nulle part ailleurs. On tentera de te faire croire que les moustiques sont géants et carnivores, et c'est pas complètement faux, mais encore là, tout est question d'information. Selon la période de l'été, le lieu fréquenté, l'heure et la quantité de stuff à mouche que tu es capable d'absorber en oubliant tous les composants cancérigènes, il y a moyen de faire fi des bibites avides de sang humain. On dit d'ailleurs qu'ils ont un faible pour les citadins. C'est vrai que l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une région éloignée. On va pas se leurrer, ça vient avec toutes sortes de défis et même certaines injustices. Cela dit, on affirme souvent que la région en est une de grands espaces, puis je pense que c'est juste. Pas rien que parce que les rues sont bien trop larges puis que se rendre dans la ville voisine est le projet d'une journée. Non. Les grands espaces, au-delà des forêts à perte de vue et des milliers de lacs, c'est aussi ceux qu'on a pour créer, pour se mobiliser et revendiquer, pour créer du lien, pour innover, pour développer des initiatives originales, accessibles et novatrices. Je pense aux multiples services de prêt d'équipements sportifs gratuits, aux Avenues de la Troie, une initiative de revitalisation du centre-ville de Val-d'Or axée sur le vivre ensemble et la cohésion sociale, à Picogan qui démarre un premier festival de musique autochtone dans la région, à Roquemaure, un tout petit village qui mise sur la souveraineté alimentaire, aux citoyens et citoyennes dédiés à revitaliser l'Est témiscamien, au monde de l'Abitibi-Ouest qui se serrent les coudes pour protéger leurs services de santé, aux espaces de rencontres interculturelles qui se multiplient. Les possibilités d'implication et de création sont infinies, puis la communauté est riche de personnes chaleureuses, brillantes, visionnaires. J'ai même pas parlé des trésors cachés, mais faut bien garder quelques secrets. À toi de les mériter. En fait, il n'y a pas de truc magique de survie pour visiter ou vivre dans la région et l'aimer. C'est une place comme les autres, avec ses avantages, ses défauts, ses spécificités. Ça se peut que ça soit pas fait pour toi, que la grande ville te manque, que ça te gosse de jamais aller nulle part sans croiser ton ami, sa cousine, leur partenaire puis leur mère. C'est pas grave.
Mais si tu choisis de venir faire un tour, juste un moment ou pour toujours, viens avec ta capacité d'émerveillement puis l'esprit ouvert grandement. Puis nous, ben, on va s'arranger pour que ce soit le plus le fun possible. Finalement, est-ce que c'est faisable de survivre en Abitibi-Témiscamingue? Au sens propre et figuré, je dirais que oui, voire même agréable de survivre en Abitibi-Témiscamingue. Si on regarde ça comme il faut, la survie, c'est de répondre à tes besoins de façon autonome, que ce soit avec un canif suisse pour te gosser une cuillère à 4 km dans le bois, ou à réussir à te refaire une nouvelle vie parce que l'ancienne répondait justement plus à ta définition du bonheur. Selon moi, la survie, c'est de combler tes besoins pour avancer puis être heureux. Vous venez d'écouter le balado Sur les Hautes, produit par et pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Réalisation et animation, Claudine et Virgile.